concurrentiel, le coût des produits, les aspects réglementaires et j'en passe. Autant de questions pour lesquelles nous sommes tous en attente d'éléments de réponse. Alors, avant de présenter nos conférenciers et de leur céder la parole, je voudrais juste rappeler quelques éléments clés du secteur. Le premier, c'est que le secteur Takaful est un secteur clé dans tout écosystème financier participatif ou islamique. Deuxièmement, même si la première compagnie Takaful a vu le jour en 1979, ce secteur a mis du temps pour pouvoir démarrer. Il comprend actuellement 300 acteurs qui sont répartis dans 47 pays, principalement en Malaisie et au Moyen-Orient. Et d'après le Islamic Financial Development Report de 2018, le secteur représente en termes d'actifs qui sont sous gestion au niveau des compagnies environ 46 milliards de dollars en 2019, ce qui reste très faible par rapport au secteur assurantiel conventionnel et représente moins de 2%. En termes de taille, c'est-à-dire pas des actifs, je dirais qui sont sous gestion, on parle de 20 à 22 milliards de dollars en 2019. Le secteur est en très forte croissance et la Malaisie est parmi les pays précurseurs et les plus avancés dans le secteur, ce qui explique la participation de notre conférencier invité malaisien, M. Mohd Khalid Khairullah, qui nous fera un retour d'expérience sur le cas de la Malaisie. Alors, au Maroc, il y a eu l'adoption de la loi 97-18, modifiant et complétant la loi 1799 relative au code des assurances. Je n'en dirai pas plus, je laisserai nos conférenciers nous donner quelques éléments sur l'état actuel et notamment sur les étapes à venir. Alors, les points que nous souhaitons traiter aujourd'hui dans ce webinaire sont, on peut les énumérer donc au nombre de 5. Le premier point, c'est l'état d'avancement d'un point de vue réglementaire, sans aller dans le détail, parce que ce point devait initialement être traité par un conférencier de la CAPS, mais malheureusement, il n'a pas pu se libérer. Peut-être que l'AMFP pourra organiser prochainement un webinaire dédié à cette thématique. Donc, mais ça serait bien qu'on ait au moins l'état d'avancement, donc j'irai sans rentrer trop dans les détails sur la partie réglementaire. Le deuxième point, c'est le business model qui a été retenu au Maroc. Donc là aussi, je pense que si Hakim ou la Sinadi nous parleront de ce business model avec ses avantages, peut-être également ses inconvénients. Le troisième point que nous souhaitons aborder, c'est les facteurs clés pour réussir le lancement du secteur Takaful au Maroc et, question sous-jacente, les principaux défis également à relever. Le quatrième est celui de la rentabilité des compagnies Takaful. Qu'est-ce qu'on entend par rentabilité, comment on la calcule? Donc, nos conférenciers auront quasiment le plaisir de nous éclairer sur ce point-là. Et le dernier point, et non des moindres, c'est les principaux enseignements de l'expérience malaisienne qui date de plus de 30 ans, même si bien évidemment on ne peut pas transposer au contexte marocain, mais cela permet de tirer certainement des enseignements et peut-être nous faire gagner du temps et éviter un certain nombre d'erreurs. Alors, nos 3 conférenciers invités sont M. Hakim Ben Saïd. Hakim Ben Saïd accumule plus de 16 ans d'expérience dans le secteur financier. Il est membre de l'équipe projet Takaful à RMA et il est président de l'Association marocaine de la finance participative, l'AMFP, qui organise ce webinaire. Si Hakim Ben Saïd a un total de 7 ans d'expérience professionnelle à Dubaï, dans la division Corporate and Investment Banking de Mashriq Bank. Ensuite, il a rejoint Ernst & Young dans le Real Estate Transaction Advisory Services. Hakim Ben Saïd est titulaire d'un MBA en finance de l'Université of North Texas aux États-Unis et d'un master en finance islamique de l'Université internationale de Rabat. Il est également certifié par le CIBAFI, diplôme qu'il a obtenu, donc je dirais, après une formation chez Optima et El Mahel. Le deuxième conférencier est M. Mohd Khalid Khairullah. Alors, M. Khalid Khairullah a rejoint Great Eastern Takaful en avril 2015 en tant que manager en évaluation actuarielle. Il est considéré comme une référence en Takaful et il a plus de 8 ans d'expérience dans le domaine actuariel. Avant de rejoindre Great Eastern Takaful,
il était attaché à Towers Watson Limited au Royaume-Uni. Il dirige depuis 2018 l'équipe actuarielle et a une fonction sensible puisqu'il reporte directement au CEO de Great Eastern Takaful. Monsieur Khairullah est titulaire d'un bachelor en mathématiques et statistiques de l'université d'Oxford et il a bénéficié d'une bourse du gouvernement malaisien qui est décernée aux élèves exceptionnels en Malaisie. Il est également titulaire d'un master en sciences actuarielles et en management actuariel de la City University à Londres. Notre troisième conférencier est M. Mohamed Nadi. Mohamed Nadi occupe le poste de directeur des opérations prévoyance, épargne et nouveaux marchés à AXA Assurance. Il dirige le programme de la micro-assurance et le projet d'assurance Takaful chez AXA Assurance. Donc, il a rejoint le secteur de l'assurance en 2005 et il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans les domaines de l'actuariat, la souscription et le développement des produits, de la banque assurance, de la micro-assurance et actuellement sur le projet de l'assurance Takaful. Monsieur Nadi est titulaire d'un diplôme d'État en actuariat de l'INSEA et également d'une certification de l'Université Paris-Dauphine. Alors, d'un point de vue organisation, je demanderai à chaque conférencier de ne pas dépasser, s'il vous plaît, donc 20 minutes et de telle sorte à pouvoir laisser les questions, laisser la place aux questions. Alors, pour nos participants, les questions peuvent être posées via le chat, que ce soit en arabe, en français ou en anglais. Donc, l'administration de l'AMFP assurera la réception et le tri des questions et on essaiera d'y répondre au maximum de questions posées. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Si Hakim Ben Saïd, président de l'AMFP, pour nous parler de la thématique, notamment d'un point de vue réglementaire, business model, et également nous éclairer sur une étude qui a été réalisée par Kandar et en collaboration avec l'AMFP. Voilà, Si Hakim. Merci Saali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, as-salatu was-salam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mesdames et messieurs, au nom de l'Association marocaine des professionnels de la finance participative, l'AMFP, nous sommes ravis de vous rencontrer dans ce webinaire organisé par l'AMFP dans le cadre d'une série de conférences autour du sujet assurance Takaful. Les professionnels du secteur des assurances au Maroc sont conscients du potentiel important de développement de l'assurance Takaful à l'échelle nationale et régionale, ainsi que son évolution rapide dans le monde. Ce webinaire a pour objectif de traiter l'ensemble des facteurs clés de succès et de pérennité de l'assurance Takaful avec un zoom sur la rentabilité de l'assurance Takaful. L'AMFP a la pleine certitude que l'assurance Takaful va contribuer à la création d'une grande valeur ajoutée dans l'écosystème de la finance participative au Maroc, tout en préservant les acquis et les fondamentaux de l'industrie d'assurance dans notre pays. Au nom de l'AMFP, nous vous souhaitons la bienvenue et remercions vivement les intervenants et tous les participants à ce spécial webinaire dédié à la rentabilité de l'assurance Takaful. Est-ce que mon support est lisible? Oui, c'est bon. Donc, je vais commencer très rapidement avec un rappel, la mission et la vision de l'AMFP. Notre mission est de démystifier et vulgariser la finance participative pour le compte des professionnels et participer activement au développement de la finance participative. Notre vision est d'être un acteur de référence crédible au niveau national et international et un interlocuteur des autorités de tutelle. L'écosystème de la finance participative au Maroc, on voit bien que l'écosystème cet écosystème est interdépendant. Et en termes de gouvernance, il y a les régulateurs du marché financier participatif, avec le CSO qui gouverne cet écosystème, et l'AMMC et la BAM et la CAPS qui régulent les composantes de cet écosystème
la banque participative, l'assurance Tekafoul et le marché des capitaux. Dans cet écosystème, il faut bien noter qu'il y a des synergies à créer, notamment entre les banques participatives et les opérateurs Tekafoul. En effet, les opérateurs Tekafoul offrent des plans de couverture pour accompagner les offres des banques participatives et ces dernières et les opérateurs Tekafoul capitalisent sur le réseau de distribution bancaire Tekafoul pour capter un nouveau segment du marché bancaire marocain, ce qui devrait avoir un impact positif sur les taux de bancarisation et pénétration de l'assurance. Avec le marché des capitaux, il y a également des synergies à créer. Les opérateurs Tekafoul soutiennent le marché des capitaux à travers leur placement dans des instruments financiers Sharia compliant pour satisfaire les besoins de financement à moyen et long terme. Et une offre qualitative des instruments financiers du marché des capitaux améliore la capacité des opérateurs Tekafoul à générer des rendements d'investissement pour toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, les participants, etc. Donc, un état des lieux des dernières réalisations de cet écosystème. Pour les banques participatives, il y a un encours de financement participatif qui avoisine les 10 milliards de dirhams. Pour le marché des capitaux, on a déjà émis une première émission souveraine de Soukouk d'1 million de dirhams, d'1 milliard de dirhams qui a été 3 fois et demi sursouscrit. Et pour l'assurance Tekafoul, on va avoir un dépôt prévisionnel des demandes d'agrément Tekafoul et Ritekafoul prévu pour le T4 2020, voire T1 de 2021. Espérons que ça sera durant 2020, Inch'Allah. Un petit rappel des principes de base de l'assurance Tekafoul avec un comparatif entre l'assurance Tekafoul et l'assurance classique. Bon, l'assurance Tekafoul, c'est quoi? C'est juste simplement une assurance, un schéma d'un système économique d'assurance mutuelle qui est Sharia compliant. Dont les principes de base au niveau du contrat, c'est un contrat de donation avec engagement d'indemnisation entre les participants. Le principe est le partage de risques et non le transfert de risques à l'assureur. Et donc, partage de risques entre les participants d'un fonds mutuel. Et la gestion, c'est assuré par l'opérateur Tekafoul. Donc, ici, l'opérateur Tekafoul, il est uniquement gestionnaire et non propriétaire de l'activité ou du fonds d'assurance. La propriété revient aux participants dans l'assurance Tekafoul collectivement. Et pour les sinistres, le règlement dans l'assurance Tekafoul, il est réglé à partir des contributions collectées avec un engagement de l'opérateur d'accorder une avance sans intérêt au Qabl Hassan. L'excédent technique, et là, c'est un élément de différenciation structurant entre les deux assurances. Au niveau de l'assurance Tekafoul, il revient aux participants, il est la propriété des participants. Pour ce qui est des sources de revenus, pour l'opérateur Tekafoul, les sources sont Moudaraba, c'est-à-dire un pourcentage du produit des investissements, Wakala, et où on va voir ça dans le business model tel que régi par la loi d'assurance marocaine, et ainsi qu'une possibilité d'avoir une commission de performance en vertu d'un contrat Ja'ala. La conformité en vigueur pour l'assurance Tekafoul, en plus, bien entendu, de la conformité Sharia. Donc, ici, pour le cadre réglementaire, le principe de base, il y a une séparation totale et effective du fonds des participants et le fonds propre de l'opérateur Tekafoul. On remarque aussi que le fonds des participants, il a une personnalité morale et juridiquement distincte et indépendante de celui de la compagnie d'assurance ou des actionnaires, avec chaque entité ayant sa norme comptable et sa fiscalité. Donc, le cadre réglementaire spécifique à l'assurance Tekafoul, il est très étoffé avec un arrêté ministériel
qui encadre l'activité et une circulaire de la CAPS qui encadre les aspects prudentiels et les conditions générales type et un règlement de gestion type. Pour ce qui est de l'état d'avancement, le dispositif réglementaire de l'assurance Takaful est en cours de finalisation après publication de la loi 87-18 et du décret d'application qui octroie au ministère des Finances le pouvoir de fixer des dispositions liées à l'assurance Takaful. Les contrats type décès emprunteur, multirisque bâtiment et investissement sont déjà validés par le CSO et on attend que la CAPS se prononce dans ce sens. Ce qui reste à faire, publication de la circulaire de l'assurance Takaful, finalisation des travaux sur la comptabilité en normes nationales, ainsi que le cadre fiscal et étude des demandes par la CAPS et le Conseil supérieur des UNAMA, octroi des agréments, publication de ces agréments et dépôt et étude des demandes d'homologation des produits, et ensuite octroi des homologations et leur publication dans le bulletin officiel. Donc, pour le business model tel qu'il est arrêté par la loi d'assurance marocaine, en effet, on distingue deux grands business models selon la branche d'assurance. Dans les assurances hors investissement. Qu'est-ce qu'on entend dire par cela? C'est-à-dire tous les produits d'assurance dommages, c'est-à-dire assurance des biens, de la responsabilité civile, ainsi que de l'assurance prévoyance, c'est-à-dire le décès, invalidité, l'AT, santé, garantie accident de la vie, ainsi de suite. Pour cette branche, le business model qui est adopté est soit un modèle wakala pur ou un mudaraba pur ou un modèle mixte wakala et mudaraba. Donc pour le modèle wakala pur, l'opérateur Takaful est gestionnaire ou wakil du fonds des participants moyennant une commission wakala. Pour la Mudaraba, il est gestionnaire du fonds Takaful moyennant sa rémunération Mudaraba, qui est un pourcentage des profits d'investissement ou le pourcentage de l'excédent financier. Et l'excédent technique est entièrement la propriété des participants. Donc, en aucun cas, l'opérateur Takaful est rémunéré sur une partie de l'excédent technique. En cas de déficit, c'est-à-dire une insuffisance de couverture de l'actif représentatif des provisions techniques par rapport à ces provisions, où l'opérateur fournit une avance sans intérêt de ses fonds propres pour couvrir le déficit. Ce prêt devra être remboursé par les futurs excédents annuels du fonds Takaful. Donc, on peut, dans cette branche d'assurance, combiner entre les deux. Dans l'autre branche des assurances, c'est-à-dire tout ce qui est investissement, épargne et investissement, épargne retraite, éducation ou Hajj Umrah, il y a une possibilité d'avoir un modèle wakala modifié, c'est-à-dire en plus de la rémunération ou des frais de gestion wakala, la réglementation accorde la possibilité d'avoir une commission de performance. Cette commission est bien sûr prélevée de l'excédent financier. Donc, ici, il y a lieu de constater que en aucun cas, les deux business models, c'est-à-dire wakala et mudaraba, peuvent être combinés, soit ça, soit l'autre. Donc, maintenant, on va creuser les facteurs clés de succès de l'assurance Takaful. La réussite de l'assurance Takaful va se manifester à travers la réalisation de deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est l'augmentation du volume du business et la rentabilité de l'activité Takaful. Et deuxième objectif, c'est l'inclusion financière. Maintenant, les facteurs clés de cette réussite sont principalement le réseau de distribution,
à travers l'optimisation du réseau de distribution Banca Takaful, par la réponse à l'ensemble des besoins de clientèle du système bancaire participatif et l'animation de ce canal d'une manière professionnelle, efficace, y compris l'offre d'un service après-vente irréprochable de haute qualité. En plus du réseau Banca Takaful, il est important de diversifier les canaux de distribution, c'est-à-dire bureau direct, agents et courtiers, digital, démarcheurs, etc. Et une large couverture géographique des activités d'assurance Takaful. Et enfin, afin que le réseau de distribution soit professionnel et efficace, il faut qu'il participe à la sensibilisation et vulgarisation de l'assurance Takaful. L'offre différenciée, c'est un autre facteur clé de réussite déterminant. En effet, le système d'assurance Takaful n'est pas censé concurrencer directement l'assurance classique, mais plutôt contribuer à l'inclusion financière et se différencier surtout en proposant des nouvelles pratiques et des offres innovantes et uniques avec une valeur ajoutée pour la clientèle. Et il faudrait également avoir des offres à des prix compétitifs. Et le troisième facteur de réussite, c'est assurer la crédibilité du système d'assurance Takaful à travers notamment le respect de la conformité aux principes de la finance participative tel que régi par le CSO et à un code de déontologie éthique, à savoir la clarté et la transparence dans la communication, dans l'indemnisation, la confiance, l'intégrité, etc. À travers aussi, on peut assurer cette crédibilité à travers l'esprit ou l'état d'esprit, le mindset Takaful, par le biais d'une bonne assimilation des principes de base du concept d'assurance Takaful et l'engagement pour le développement du système d'assurance Takaful à long terme. On peut également avoir cette crédibilité à travers la responsabilité sociétale des opérateurs Takaful, notamment dans les domaines les plus sensibles, santé surtout, éducation, pour promouvoir les valeurs de solidarité et de mutualité qui sont déjà ancrées dans la culture marocaine. Et enfin, on peut assurer cette crédibilité à travers le développement des compétences RH spécifiques, à travers des programmes appropriés de formation, d'information, d'innovation et de recherche et de développement. Et dernier facteur de succès, c'est l'univers d'investissement. Afin d'assurer le développement pérenne de l'activité Takaful et éviter en conséquence d'en restreindre le champ d'évolution, il va falloir disposer d'un univers d'investissement diversifié et profond, notamment avec les soukouk, les actions Sharia Compliant et les fonds Sharia Compliant. Il y a eu en 2019 une étude réalisée ou menée par le cabinet Kantar en partenariat avec l'AMFP au Maroc. Cette étude était par une enquête téléphonique dans 12 régions. Ce qui ressort de l'étude, pour l'intérêt du système d'assurance en général, il y a 75% qui déclarent ne pas souscrire à une assurance. Donc, il y a un énorme travail à faire en termes de sensibilisation déjà par rapport au système d'assurance, que ce soit classique ou Takaful en général. Quel intérêt pour l'assurance Takaful? Il y a un quart des Marocains qui sont intéressés par le concept Takaful tel qu'il a été présenté à cette population qui a été sondée. Le concept Takaful a été préparé en collaboration avec l'AMF. Donc, parmi ces 24% ou le un quart, la majorité, 14%, ne sont pas bancarisés et 19% ne sont pas assurés. Donc, le gisement, il est là, l'engouement, maintenant, il reste à faire le travail de vulgarisation de l'assurance Takaful. À quel type d'assurance souscrivent les Marocains? C'est-à-dire l'assurance classique. Ici,
on constate que la majorité souscrivent à une assurance auto, suivie par une assurance maladie. Suite à l'introduction du concept Takaful, ce qui ressort de cette étude, c'est que l'assurance maladie vient en tête de cette liste, suivie par l'assurance vie. Et l'épargne éducation et Hajj, donc ces produits-là, il faut les développer puisqu'il y a un intérêt palpable. La conclusion de ces résultats, c'est que le marché marocain des assurances est caractérisé par un niveau d'intérêt pour les produits d'assurance relativement faible, les 3 quarts qui ne sont pas assurés. Donc, un énorme travail à faire par rapport à la vulgarisation du concept Takaful et à la sensibilisation et l'initiation au concept de l'assurance en général. L'assurance Takaful est une composante indispensable dans l'écosystème de la finance participative. Son rôle n'est pas uniquement l'accompagnement de l'activité bancaire participative, mais aussi la contribution à l'inclusion financière d'une tranche importante de la population ne bénéficiant pas de l'assurance en général. Merci. Merci Si Hakim. En tout cas, merci d'avoir respecté quasiment, donc je dirais à la minute près, donc les 20 minutes qui étaient imparties. Donc, juste pour résumer les principales idées que vous avez traitées, dans un premier temps, vous avez rappelé les principales différences entre l'assurance Takaful et l'assurance conventionnelle. Ensuite, vous nous avez parlé du business model, ou plus exactement des business models Takaful. En fait, si vous me corrigez, donc on comprend qu'il n'y a pas un seul modèle, mais la réglementation autorise plusieurs variantes. Donc ça, c'est un point qui est important. Le troisième message, c'était les facteurs clés, aussi bien en termes de réseau de distribution que de différenciation de l'offre, que la sensibilisation ou encore les compétences en ressources humaines et l'univers d'investissement. Et le dernier point donc, de l'étude de Kantar, donc, ce qu'on réalisait donc, en collaboration avec l'AMFP, on comprend qu'il y a un besoin, mais au fait, il y a surtout un besoin de sensibilisation, d'explication. On sait pertinemment que le taux de pénétration de l'assurance, je dirais, est relativement faible. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un problème, donc, je dirais, pour l'assurance de manière générale. Et que peut-être qu'il sera plus important pour le Takaful, notamment pour expliquer ces produits ou les produits Takaful donc aux clients lambda. Alors, avant de céder la parole à c'est Mohamed Khalid Khairullah, donc je voudrais juste enfin en profiter pour poser 2 ou 3 questions, c'est Hakim, en relation bien évidemment avec ce que vous avez dit. Donc là aussi, on comprend que il y a plusieurs variantes du business model, donc qui sont autorisées par la réglementation, comme vous l'avez expliqué, en fonction des catégories ou en tout cas des marchés. Donc ça, c'est un fait. Et la question, donc je dirais que j'ai envie de poser, en fait, j'ai 2 questions avant de céder la parole et de revenir aux questions donc des participants. C'est que est-ce que vous pensez qu'à date d'aujourd'hui, les compagnies qui portent des projets Takaful sont prêtes? Donc ça, c'est un premier point. Et est-ce qu'elles ont les compétences nécessaires en termes de ressources humaines pour pouvoir démarrer? Donc ça, c'est un peu les 2 questions qui viennent gérer des facteurs, sans parler de l'univers d'investissement sur lequel je viendrai après la fin de la présentation de Cheikh Khairullah et de Sinadi. Donc, si vous pouvez nous éclairer sur ces 2 points-là avant de céder la parole. Ok, toutes les compagnies représentant les grands groupes bancaires sont quasiment prêtes. Il y a aussi l'autre compagnie qui appartient à un groupe international est prête. Donc, ce qui reste à faire, c'est surtout, on attend que les aspects comptables et fiscaux soient finalisés et le process de l'octroi des demandes d'agrément soit finalisé. Par rapport à la deuxième question, par rapport aux compétences nécessaires, n'est-ce pas, Cyril? Pour cette question, dans tous les cas, nous avons les compétences au niveau de l'assurance. Non, pour l'assurance d'une manière générale. Maintenant, par rapport à l'assurance Takaful, certainement, il faut faire un effort louable
mais il y a de plus en plus d'organismes qui s'installent au Maroc et qui commencent à développer ces compétences à travers des programmes de formation. En l'occurrence, ces organismes sont, par exemple, des bureaux d'études, des cabinets de conseil, des universités. Donc, ça arrivera, c'est sûr. C'est question de temps. Maintenant, le challenge, c'est surtout de trouver des profils qui combinent entre les deux. Donc, ça veut dire la maîtrise du métier de l'assurance, l'expertise assurantielle et les aspects charia, tout ce qui est spécifique au TKF. D'accord. J'ai répondu à ces deux questions. Ah, mais merci, c'est Hakim. Donc, c'était de petites questions préliminaires donc avant la fin. On va passer maintenant à notre invité donc malaisien. Dear Khalid, we are delighted to have you with us. And we hope to have some elements of the Malaysian experience. We give you the floor for about 20 minutes, and so after that we can have some questions for you. All right, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening to everyone. It's 12 o'clock, which is 1:13 here in Malaysia. But anyway, it's a good time. First of all, I would say thank you very much to all the organizers, and the fact that and AMFP for inviting me here. It's a pleasure to actually be part of this. Where we have to have the opportunity to actually be at the beginning and to shape how Takaful industry will actually be in Morocco in the future. So anyway. Okay, so just a bit more background about myself. My name is Khalid, and I'm the appointed actuary of Grace and Takaful. My role is to ensure that the company has sufficient reserves and capital. So what I do is on a daily basis is make sure the company has sufficient reserves, sufficient money, so that actually meet the expected benefit payments and the participants for the future. And as Brother Ali mentioned just now, I've previously also worked in pension schemes in the UK as a consultant. Okay, all right. First of all, I would like to present something. Do you mind? I'll try to present. Is it coming out actually? Can you see anything? No, not yet. Okay, all right. I think it's okay now. Khairullah Haji Abdullah there. Can you just make? Yes. Okay. Can you see that? Now it's better, isn't it? Can you see it? Yeah, we see it. Okay, that's good. Okay, let's start on this now. Alright, so how I'm gonna structure this is that I'm just gonna talk about a bit more about Takaful in Malaysia, and just brief introduction about how it's like, and also just talk about a simple Takaful model which has been we have been used again and again in various companies in Malaysia. A bit about how we measure profits. In insurance in Takaful is slightly different than how we actually do it. Some lessons learned. I've been in the Takaful industry in Malaysia for 5 years. Takaful in Malaysia has been in since 1984. So, but I just want to share you certain things which I have encountered over the past 5 years, and had I had the chance to do it differently, like what you all are doing right now, this is what I would have done it. And I'm going to conclude it later with a few words. So let's move on to Takaful Malaysia. All right, so just a bit of brief history. In Malaysia, we started, Takaful operators started the first Takaful operator started in 1984. There was a government organization, and then at the time the Takaful Act 1984 came out, and then 2004 there's about 4 Takaful operators. In 2010 there's about 8, and then today there's about
15 Takaful operators and about 3 to 4 Takaful operators. I mean, over the time, the bank actually came up with various important guidelines, such as the Takaful operational framework, and all these actually help us to understand. I mean, help us to actually govern the Takaful models and Takaful policies appropriately. So these are all really useful. So just to give you a brief overview of all the Takaful operators and in general Takaful and the Takaful operators in Malaysia. I mean, you can see that some of these names are international companies such as AIA, MetLife, Prudential, and so on. So some of them are joint ventures between international and local companies. Yeah, and some of them are actually 100% owned by international companies. So yeah, that's it. Okay. Right, this is one interesting slide which I'd like to share, because this is just to show how I mean, there's one question which Hakim actually asked me. I mean, I can answer using this slide. I mean, he asked me, has Takaful reached its maturity in Malaysia? In other words, has what do you call? Yeah, has Takaful reached its maturity level? I mean, reached its maturity in Malaysia. So, but as you can see here, based on this slide, you can see the green actually shows the penetration rate. I mean, I'm sure if you're not familiar with penetration rate, it's actually just number of enforced policy certificates over the total population. So the green actually shows the penetration rate of the Takaful companies in Malaysia, and then the orange shows the conventional life companies in Malaysia. So what you can see here is that the conventional ones is quite stagnant. Has not moved up at all. Takaful companies has been going up and up and up, has been showing gradual increase. So what we think is that from here we can see that the penetration rate is still low. That means a lot of potential in the future for Takaful. So hence Takaful in Malaysia has not reached a maturity. No, has not reached its level where it's already what you call too concentrated. No, there's a lot of opportunity for Takaful in Malaysia. So that's answer one of your questions, Hakim. Okay, let's just move on to the next slide. Okay, so just to touch on a few things in Malaysia. I mean, Malaysia has a quite comprehensive infrastructure to actually support the Takaful business to actually grow and develop. I mean, first of all, yes, the Bank Negara Malaysia, which is our regulator, they are the one who actually really propel things forward. Make sure that things are in order and so on. Have discussion papers, make sure that they are always up to date. So this always makes us, keep us on our toes. And they are really helpful, and we really make sure that we are engaged in international events and so on. So they actually propel things further for Takaful. Malaysian Takaful Association. So this is just a society between amongst all our Takaful operators. And then there's the Sharia Advisory Council. And there's also other talent and knowledge institutes, INSIAF, IPFIM. All these are actually to nurture new talents in the Takaful and Islamic finance sector. And then a comprehensive network of Islamic banks to actually work with. So yeah. And then in terms of the legal and regulatory framework, you're looking at various acts and regulatory guidelines provided by Bank Negara, and also such as the IFSA, Life Framework. All this actually really push forward us to actually find ways to make Takaful more relevant in the world today. So I don't want to go in detail, but I just want a few things so that we can give more room for discussion. I only have 20 minutes, right? So just Takaful model. I think I saw that Hakim went through a particular Takaful model just now. This is a typical Takaful model in Malaysia. You can see that it's of all participants who pay the contributions, and then you have the wakala fee that goes into operators fund. It is similar to what Hakim actually presented, but something different here is where we have the participants unit fund, and then that pays out money
monthly into a fund. Tabur fund is actually paying out all the benefits to the participants in the event of claims. And then any surplus from the Tabur fund will actually be shared to the participants and the operator fund. So it's roughly similar to what Hakim actually presented just now. And then we have the Takaful operator, which is in the Tabur fund. And then the reserves are within operator fund and also within Tabur fund itself. So that's just basically roughly it. I mean, if you have any questions, I mean, like, feel free to ask me. I mean, I'm happy to answer any of them. So am I going too fast actually, Hakim? Ali? Brother Ali? No, it's okay. It's okay, Khalid. You can go ahead. Okay, cool. About 15 Okay, minutes. sure. Okay, sure. So one thing which I actually look into is profitability measure of a Takaful company. I mean, one is because what we look into as a company, yes, a normal company, we will look into the net profit after tax, the P&L, the top line, the bottom line. Those are the usual things that any other company will actually do. So when it comes to a new company, a new Takaful company, yes, it's tough because you have to give out a high initial outlay, high expenses at the beginning to set up your systems, to pay out. I mean, you won't get your size of business. You don't get a size of portfolio at the beginning. You have to build it over time. But what we missing out from those usual matrix is that when you actually sell a product, or when a participant, I mean, you sell a product, a Takaful product to a participant, that product has future profits that you have not unlocked yet. So what I mean is that, I mean, if over the long term, just say a mortgage product or a term Takaful product over 20 years, 30 years, the profits will come out over time. It won't come out immediately. So one that we actually used to actually measure profitability in Malaysia is embedded value. So what it is just the present value of future profit. So you are looking at every single year, future year, you're actually looking at income, your income minus outgo for that year, and income minus outgo for the next year and for the next year, and then you discount it back. And then that's actually, as a company, just to share with you, we will actually analyze this and calculate this whenever we want to launch a product. We will see like, okay, is this product profitable? How do we see that? We calculate the MBEV. Oh, then suddenly you see that, oh, this product is not as profitable as we thought it should be. Why is that so? Oh, probably the assumptions are not that right. Probably the claims ratio is too high. Probably all those issues. I mean, then we have to find something to satisfy ourselves that, okay, this is the future profit of this product. We should sell it because it will bring us future profits, and therefore this is going to be a good. Therefore, it will be good for the company. So what I'm trying to say here is that don't just look at NPAT, don't just look at P&L. Embedded value is important, and I'm sure that all the conventional life companies here who are actually within this webinar as well are actually looking into that. But still, for a new company, definitely NBEV is the key item when you actually discuss with your board of directors, when you discuss with your shareholders, to actually give them some comfort is to show them like, look, you have invested an X amount of money, but your NBEV is actually 2 times more than what you have invested. Therefore, the value of the company is higher, and therefore you just have to be patient. The cash flow, the positive cash flow will come in the future, but for now, you still sort of in the money. Okay, so next, just want to cover about some points to ponder. I mean, like, as just this is basically what I would lessons learned for the past 5 years when I actually look into when I started work in Great Eastern Takaful, and then when I work and discuss with have discussions and with regulators,
and various government bodies. Few things which I actually experienced, which I think we should have done, the company should have done differently when they started. I think one key thing that people, I mean, I understand that maybe you already know about this, but what I would focus on is system infrastructure. Excuse me, alhamdulillah. System infrastructure. I know it's quite clear that we need good system infrastructure, but I mean, but companies tend to ignore this because what they end up doing is making use of what they already have, not advancing forward and see not advancing forward and see what's new in the future, so that the system can last for over the next 3 years. Because where I am right now, I can see we have a system which is really old and has been used for the past, I mean, by other companies 20 years ago, and still they have not updated it. So why this is important is, one is to ensure profitability, you will need to be efficient. Efficient in terms of launching new products, efficient in terms of operationalizing products, yeah, and then efficient in terms of making sure that things are right. Otherwise, you will spend so much time just correcting errors and issues that you have in the past. I mean, depends really on how you actually structure a company. I mean, first of all, Takaful is different. You can see the cash flow, the diagram, Takaful model that I have shared with you just now. It's different from conventional, but we really need to think hard in terms of how we're going to operationalize it. You can't just take the conventional one and copy and paste. It really doesn't work. And I've seen that happen before, and at the end of the day, they have to spend so much time. I mean, it is upgrading it, so much money upgrading it, and so on. It has to be done at the beginning, so that things are smooth and flows better when you actually continue on your usual BAU work, business as usual work. So I mean, it's really important to think about the system infrastructure and spend time understanding what is required. So not only that, it's also about how your reporting is going to be like. I mean, you don't want to spend, you don't want your staff to actually spend too much time just finding what data to extract, what data to put in. I mean, it's just really inefficient if you actually ignore this. It's really important. So infrastructure is actually one really key item to actually look into, and that will actually translate into better profits in the future. Imagine if you have a new product and you want to be competitive with your competitor and you want to launch it quickly, but no, you cannot, because you will need the system to be updated first. You need the IT guy said no, we need 2 weeks to actually test, and so and so. So it's really frustrating from my point of view as a company. I do see that happening from other within my company and other companies as well. But it's just something for me to share with you. I mean, that's something to think about. So okay, awareness. I think awareness in Takaful, when Malaysia started its first Malaysia has had the conventional side of financial the conventional finance sort of structure since day one, since beginning when we gained independence. But when that actually came only up to maybe in the 1980s, early 1980s, then the Islamic financial bodies start to come out. So at that time, awareness of Takaful is not that high. I mean, the thing is, awareness is important to actually show that you're not only selling Sharia compliant insurance. Takaful is even more than that. Takaful is actually, the beauty of Takaful is you're helping each other. You're actually doing something else, not as similar as conventional. And I think Hakim has covered that as well, to be different from others. And you need to shout out to actually others and saying that Takaful is different. And the fact that it's different, regulatory requirements different, everything is just different, and this is where you can actually show that Takaful is more beneficial to the customer. Yeah, I mean, whenever they actually purchase it. So this is why do I raise it as lessons learned, is that awareness has to be hand in hand along with the introduction of the product for better understanding of it from the beginning.
So that's awareness. Resources. I think as you grow and grow, I mean, we definitely need more resource in terms of manpower, in terms of people in the company. I mean, Takaful in Malaysia, yes, there are a lot of people, but then the thing is that to attract quality, good people to actually into the Takaful industry is quite difficult. I mean, it's not as famous as a conventional. So what I would say is that things has to be gone. You need to plan your resource and also improve the awareness of Takaful together with, so that you can have easy access to people who understand Takaful and who can actually help you to go forward. So resource planning is actually important as well. So regulators, I think this is really key to actually any if you want to actually propel Takaful forward, because regulators understand that Takaful is different, then the solvency requirements, the capital requirements, the requirements that they're actually going to impose on Takaful will be different as well. I mean, what I saw in the past before is like they just take the conventional requirements, copy and paste. So that's not the right way to do it, because Takaful is different, because I'm not holding all the risk, because I am servicing the fund. I'm providing a service to the participant on behalf of the participant to manage the fund. So this sort of discussion has to be done early on, so that you will start off with a comfortable footing with the regulators. So otherwise, regulators will think that, okay, I have to apply the same as conventional, and then it's very difficult for you to change in the future. So you will have to start the conversation now. So I'm not sure about how's your solvency requirement in Morocco, but in Malaysia, I mean, initially it started with just using conventional one and copy and paste. But from our understanding, it's more detrimental to Takaful. So that's not really helpful, and we are now in the process of trying to change that mindset within the regulators. So, but then, although I mentioned about that, all the regulators, they have been really helpful to us as well. As I said, they have actually established all the relevant bodies, the academic institutions, to propel Takaful to the future. So this points to ponder actually comes back to the profitability of the company going forward, because Takaful is long term. So system infrastructure is long term, awareness long term, resources long term, regulators long term. We should not look it into next 3-4 years, because companies in Malaysia, those who recently had theirs, I mean, like even my company as well, we still have retained losses since 2010, but our EV has gone up. The value of the company has gone up more than what the shareholders have put in. So with that, we can just say that there's future profits for the company as long as the company maintains and sustains over time. So yeah, so just to share with you, I mean, one of the things we mentioned, I mean, the local banks actually, Bank Negara Malaysia, the regulator actually stated this in their mission, saying that they are committed, and they actually help us. They want to help us to go forward, and that's one thing really important for Morocco as well. I'm not sure, because I'm not familiar with the Moroccan regulatory body, but this is something which is also has to be inculcated within the regulators as well, as they want to actually propel Takaful forward, and that will actually bring up a lot more opportunities for Takaful. Okay, so in the future, what Takaful in the future, for me, Takaful is for all. I mean, it's not only Sharia compliant, it provides more than that. I mean, you have opportunities for growth for those who never had coverage before. You've seen the penetration rates in Malaysia is so low, because not many people have that coverage yet. Some people do not feel comfortable packages, and now they see there's an opportunity for them to get such coverage.
and Takaful is also useful to help the needy as well. So the mindset has to change rather than just thinking about immediate profits. It has to be like long-term future profits, sustainable profits. Over time. So that's what Takaful industry in Malaysia is doing. We are actually having a reform to think about not only immediate profits but long-term sustainable profits. How can we actually help people get out of their difficulties, and then at the same time, have sustainable profits for the company in the long run? So that's what we're looking into. That's what Takaful in Malaysia go to for the next week coming out. We're at the process of coming out with a new framework for that. So that's something to watch out at this space. Yeah. Okay, thank you. Okay, so yeah. Okay, so that's all I have. Yeah. Okay, thank you very much, Khalid, for your presentation. I will summarize. Yeah, sure, no problem. I will summarize in French the main ideas presented, and we will be back, come back after to the question after Mr. Nadi's presentation. Donc, ok, sure, no problem. Alors, juste pour résumer un peu donc les principaux points qui ont été traités par Monsieur Khalid Khairullah. Donc, déjà, il a rappelé que le démarrage de Takaful en Malaisie date de 1984. Donc, ça a à peu près, je dirais, un peu plus de 35 ans. Donc, malgré ça, donc le marché est mature, mais au fait, le taux de pénétration reste relativement faible. Mais il faut le voir comme un point positif, puisqu'il représente un potentiel de croissance très important. Alors, le deuxième point évoqué, c'est l'infrastructure et le cadre légal et prudentiel complet qui a été mis en place en Malaisie, qui implique plusieurs acteurs, que ce soit la Banque centrale, Banque Negara, que ce soit le Malaysian Takaful Association, que ce soit les comités Sharia. Donc, il y a tout un système qui travaille quasiment sur une vision, je dirais, globale et avec une feuille de route qui est bien définie. Alors, il a parlé également du modèle Takaful basé sur le Wakala et le Ju'ala, donc qui est un modèle donc incitatif, puisque Ju'ala, c'est tout simplement une incitation pour le gestionnaire à avoir et à fournir le maximum d'efforts. Il a également parlé de la rentabilité qui s'acquiert, il a rappelé à plusieurs reprises, qui s'acquiert avec le temps, mais pas immédiatement. Il a parlé d'un indicateur de rentabilité basé sur l'embedded value, donc qui est basé sur l'actualisation des cash flows futurs au coût du capital. Et il a rappelé également que Takaful est une histoire de long terme et il faut voir la profitabilité à long terme et non pas la profitabilité à court terme. Et le dernier point qui a été évoqué, ce sont les points clés qui concernent l'infrastructure, SI. L'aspect prudent, c'est plutôt réglementaire, donc dans lequel il faut avoir l'implication des autorités réglementaires, la sensibilisation, qui est un point clé, d'ailleurs qui a été évoqué par Si Hakim également, et la partie ressources humaines qu'il faut préparer, donc également, donc point qui est sensible et dont avait parlé également Si Hakim, mais qui est un point clé pour la réussite je dirais du créneau ou du secteur Takaful, que ce soit au Maroc ou que ce soit ailleurs. Donc voilà, globalement, les principaux points qui ont été abordés par Monsieur Khalid Khairullah. Alors, je vais donner la parole donc à Si Mohamed Nadi pour qu'il nous présente un certain nombre de points, notamment relatifs à la rentabilité. Qu'est-ce qu'on entend par rentabilité, comment on la calcule, et ensuite on reviendra aux différentes questions. C'est Nadi. Merci Sil Alami. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour chers participants. Donc déjà au début je remercie la MFP pour cette initiative et d'avoir choisi le thème de la rentabilité de l'assurance Takaful parce que c'est un sujet qui est sujet d'actualité, pas seulement pour l'assurance Takaful, mais aussi pour le secteur de l'assurance actuellement. Donc, la rentabilité,
on va entamer le sujet de la rentabilité, mais c'est une porte ouverte à plusieurs sujets. Vous voyez qu'on a vu ensemble la présentation de M. Hakim et M. Khalid. Donc, entamer la rentabilité, c'est aussi entamer les différentes composantes de mécanismes et de système de l'assurance Takaful. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Pour commencer Alors, je ne sais pas, est-ce que la présentation est visible pour vous? Oh oui, c'est bon. Enfin, on la voit à l'écran, c'est Nadi, donc vous pouvez démarrer. Parfait. D'accord. Donc, comme vous avez dit, c'est l'Alami, on va entamer le premier axe qui est la définition des composantes de la rentabilité, mais on va les projeter sur le modèle de l'assurance Takaful, parce que c'est un modèle spécifique, donc on va faire une lecture ensemble des composantes de rentabilité tenant compte de ces spécificités. Deuxième point, ce sera consacré au challenge des opérateurs Takaful, notamment les compagnies de l'assurance Takaful au démarrage. Alors, mesurer la rentabilité, autrement dit, c'est mesurer la performance de l'activité de façon générale. Mais aussi, mesurer la rentabilité, ça veut dire une évaluation de la réussite et la viabilité du modèle. À travers l'étude de la rentabilité, on peut ajuster notre orientation stratégique, que ce soit l'orientation stratégique en termes de souscription, en termes d'appétit au risque, mais aussi orientation stratégique commerciale marketing. À travers l'étude de la rentabilité, on peut aussi évaluer la valeur du business. Alors, comme expliqué déjà par les intervenants précédents, le système de l'assurance Takaful est basé sur le principe de séparation entre les deux entités. La première, c'est l'opérateur Takaful, le deuxième, c'est le fonds des participants. Alors, dans cette configuration, donc, il est judicieux d'analyser la rentabilité sur les trois visions. Première vision, c'est analyser la rentabilité point de vue opérateur Takaful, ça veut dire point de vue actionnaire. Parce que la création d'un système de l'assurance Takaful ou d'une compagnie d'assurance Takaful, c'est un investissement. Donc, un actionnaire cherche à rentabiliser ses capitaux propres. Deuxième vision, c'est la rentabilité de fonds des participants à travers les rentabilités des comptes. Donc, la troisième vision, bien sûr, puisqu'il y a un lien entre l'opérateur Takaful et entre le fonds des participants, en termes des flux, en termes de responsabilité de gestion, à travers un mandat de gestion. Donc, on doit parler d'une rentabilité de l'assurance Takaful, de système de l'assurance Takaful, en combinaison les deux. Alors, point de vue actionnaire, comme j'ai dit tout à l'heure, l'actionnaire s'intéresse et il est très regardant sur la rentabilité des capitaux mobilisés et aussi sur les flux futurs. Donc, à travers, bien sûr, les indicateurs classiques de mesure de performance des capitaux, ROA, ROE, TRI, et les composantes, bien sûr, utilisées dans le domaine de l'assurance pour calculer les ROA, ROE et TRI sont les revenus de la rémunération de gestion de l'opérateur Takaful, parce que on va passer d'un modèle de l'assurance conventionnelle basé sur les primes d'assurance qui appartiennent à l'assureur au modèle de revenus représentés par des rémunérations de gestion à travers un contrat de mandat de gestion. Et bien sûr, les autres indicateurs, les autres composantes sont les capitaux propres de l'opérateur, total actif opérateur et les cash flows entre l'opérateur et les fonds. Alors, deuxième aspect, c'est le fonds des participants. Alors, au niveau de fonds de participants, on va distinguer trois comptes. Compte général pour l'assurance dommage aux biens, compte famille et compte investissement. Chacun a sa particularité en termes de gestion, en termes de modèle de rémunération, mais aussi en termes de calcul des taux de rentabilité. Alors, pour le compte général, pour analyser la rentabilité, c'est la même chose par rapport à une assurance conventionnelle. Donc, on analyse la sinistralité, les frais d'acquisition, le coût de réassurance, ratio de frais de gestion, provision sinistre. Les réserves de stabilité sont des composantes clés pour calculer le ratio de sinistre prime et aussi les ratios, ce qu'on appelle les ratios combinés.
Alors, pour vous donner une idée générale par rapport aux mesures de rentabilité au niveau international, donc, à travers une étude et une enquête de Ernst & Young faite en 2014, on a constaté que 47% des compagnies Tekaful, bien sûr enquêtées, réalisent un S sur P de entre 40 et 60%. Et un S sur P combiné, ça veut dire en intégrant les frais d'acquisition, le ratio des frais de gestion et le ratio de réassurance, elle est autour de entre 80 et 90%. Alors, pour le compte famille, en plus des indicateurs de sinistralité, le S sur P ou bien le combined ratio, il y a d'autres indicateurs liés à la nature des contrats d'assurance vie, à savoir la VIF et le NBV, et qui prennent en considération, à part la sinistralité et les provisions, et les réserves de stabilité réglementaire, aussi le coût de capital et le rendement financier, la maturité de contrat et le taux de rémunération. Les comptes des investissements aussi, qui remplacent les comptes d'épargne, que ce soit compte épargne, capitalisation ou bien retraite, on utilise aussi la VIF ou le MBV pour l'évaluation de business et de portefeuille. Alors, la VIF, c'est l'évaluation pour le portefeuille in force, ça veut dire le portefeuille et les contrats existants en portefeuille, mais le MBV, c'est pour l'évaluation de la rentabilité des affaires nouvelles. Alors, bien entendu, la rentabilité, elle est impactée par des facteurs externes et facteurs internes. Donc, on va citer quelques facteurs externes qui impactent la rentabilité. Bien sûr, la réglementation, à savoir le plafond de rémunération, plafond de déplacement, la marge de solvabilité, le capital minimum exigé par la réglementation qui était 100 millions de dirhams et a passé à 50 millions de dirhams sans spécialisation. Donc, sont considérés comme facteurs clés externes qui impactent le niveau de rentabilité. On peut ajouter aussi l'environnement de placement financier participatif, parce qu'aujourd'hui, l'environnement, malheureusement, il est limité et il n'est pas diversifié. Le taux de rendement financier est faible et il y a aussi un risque de liquidité. Donc, ça représente aussi un troisième facteur externe. On peut considérer comme étant un quatrième facteur externe le niveau des rendements financiers sur le marché conventionnel, parce qu'un actionnaire, il va raisonner aussi opportunité de business. Donc, en parallèle, il y a une opportunité, il y a un marché financier conventionnel, avec un rendement financier à un certain niveau. Donc, il y a une comparaison qui se fait, et on peut considérer que le niveau des rendements financiers sur le marché conventionnel est aussi un facteur externe. Les normes de conformité Sharia et le régime fiscal aussi peuvent être considérés comme d'autres facteurs externes agissant sur le modèle de rentabilité de l'assurance Tekaful. Alors, par rapport aux facteurs internes intrinsèques à l'entreprise, il y a le niveau d'exigence des actionnaires, il y a le niveau et la capacité de risque, l'appétit au risque et la capacité de risque, il y a le niveau de connaissance et de maîtrise du capital humain et du réseau de distribution, aussi le système d'information et le processus de gestion, et le volume du business, notamment au démarrage de l'activité de l'assurance Tekaful. Donc, on doit disposer d'un volume suffisant de business pour démarrer l'activité, et bien sûr, avec une stratégie de développement commercial afin de avoir un fonds mutualisé à un certain niveau. Il y a aussi un aspect interne aussi, c'est la culture et l'image de l'entreprise. Donc, analysant ces facteurs internes et externes, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs challenges que les compagnies d'assurance Tekaful doivent faire face, surtout au démarrage. Premièrement, les compagnies d'assurance Tekaful au démarrage doivent choisir de façon optimale le modèle de rémunération selon le type de produit et bien sûr selon leur politique de souscription stratégie commerciale. Deuxième point, c'est l'optimisation de l'offre. Donc, ils doivent optimiser leurs offres en termes de couverture et en termes de pricing et Tekaful. Donc, selon les besoins, bien sûr, de couverture du partenaire ou des clients et aussi des rentabilités. Donc, on doit assurer un certain équilibre entre l'offre et entre la rentabilité et la viabilité du régime.
On doit maximiser le niveau de mutualisation des ressources. On doit capitaliser certainement sur les ressources humaines. Donc, comme discuté tout à l'heure, il y a des ressources qui ont la maîtrise nécessaire dans le domaine de l'assurance. Et d'ailleurs, ce sont les ressources qui construisent aujourd'hui cette nouvelle industrie. Donc, on doit capitaliser là-dessus. On doit capitaliser sur notre système d'information, notre système de gestion, qui doit être un système de gestion efficace. Premièrement, conforme, parce que ça, c'est la pièce maîtresse, flexible et aussi digitalisé au maximum. On doit élargir et commercialiser pour l'ensemble des réseaux de distribution. Se baser sur la banque d'assurance au début, c'est très bien pour avoir un portefeuille au démarrage suffisant pour lancer l'activité, mais je pense qu'il faut aussi se baser sur le réseau de distribution qui est un réseau rodé. Il a suffisamment de connaissances et de maîtrise en termes d'assurance. Et bien sûr, il y a un challenge en parallèle de la formation et l'accompagnement du réseau de distribution, à savoir le réseau de distribution de partenaires bancaires, à savoir les banques participatives, ou bien les agents, les courtiers et les bureaux directs. On doit avoir aussi une stratégie optimale de placement financier dans un environnement limité aujourd'hui, en termes d'offres, en termes de rendement et en termes de liquidité. Donc, pour moi, ce sont les grands challenges pour les compagnies d'assurance Takaful qui vont démarrer, Inch'Allah, bientôt. Alors, pour conclure, la rentabilité du système de l'assurance Takaful contribue directement ou indirectement au développement, premièrement, du secteur d'assurance de façon générale. Pourquoi? Parce que, en termes de nombre de compagnies d'assurance, l'assurance Takaful va créer une évolution. Va créer aussi une évolution en termes d'offres et en termes de portefeuille clients supplémentaires pour le réseau de distribution. Un agent, un courtier avec les possibilités qu'il a et confirmées dans le cadre de projets de circulaire, il peut distribuer les produits de l'assurance Takaful en parallèle, à condition qu'il dispose des connaissances suffisantes en termes d'assurance Takaful. Donc, c'est un portefeuille qui s'ajoute et c'est une opportunité pour le réseau classique existant. Cette industrie va aussi contribuer à l'augmentation du taux de pénétration. Alors, on a vu le calcul au niveau de la Malaisie, le taux de pénétration. J'ai beaucoup aimé le ratio qui est basé sur le nombre des assurés par rapport au nombre de la population totale. Alors, le taux de pénétration qu'on utilise de façon générale, que ce soit au Maroc ou à l'international, c'est le montant des primes émises sur le montant de PIB. Bon, premier indicateur pour moi, c'est plus parlant. On parle de taux d'équipement de la population en termes de produits d'assurance. Alors, le deuxième point, c'est que l'assurance Takaful aussi va contribuer au développement de l'assurance inclusive. Bien sûr, à travers l'introduction d'une nouvelle population au système d'assurance. Aujourd'hui, le taux de pénétration de l'assurance, elle est de 3,60, si ma mémoire est bonne. Donc, à travers les études et les enquêtes qui ont été entamées au niveau de marché marocain, on a découvert que pourquoi on n'a pas un taux important en termes de pénétration, parce que soit on n'a pas cette confiance dans le système de l'assurance traditionnelle, conventionnelle, soit on a une conviction religieuse qui nous bloque à souscrire des contrats d'assurance dans le cadre de l'assurance conventionnelle, soit notre niveau de revenu ne permet pas d'accéder à ce système d'assurance. Donc, à travers l'assurance Takaful, déjà pour les premiers motifs, ça sera une solution parce que les personnes qui n'ont pas confiance en modèle existant, peut-être avec l'assurance Takaful qui est basée sur un mandat de gestion et une gestion pour compte, donc peut-être ça sera un modèle très intéressant pour eux. Deuxièmement, pour les personnes qui n'accèdent pas à l'assurance parce qu'il y a un motif de conviction religieuse, l'assurance Takaful sera bien sûr une activité basée sur les normes Sharia Compliance certifiées par notre Conseil supérieur de l'ulama. Alors, il y a un point aussi concernant la viabilité et le développement de l'écosystème de la finance participation en général. On ne doit pas se focaliser sur la rentabilité de l'assurance Takaful en tant que secteur unique de l'assurance, mais
c'est une composante aussi de l'écosystème de la finance participative. À travers l'assurance Takaful, on va offrir des couvertures des risques des banques participatives qui sont aujourd'hui déjà en activité, mais avec une certaine prudence en termes de prise de risque dans les opérations de financement. Autre chose, la viabilité et le développement de l'assurance Takaful va aussi participer au financement à travers des comptes d'investissement de ces banques. Donc, c'est une manière de collecte de l'épargne et de participer dans le financement des opérations offertes aujourd'hui au niveau des banques participatives, mais à travers les comptes d'investissement. Aussi, c'est un moyen pour créer la demande des nouveaux instruments financiers, à savoir Sukuk et OPCI Sharia. Alors, on va créer la demande pour créer l'offre. Et sans demande, on n'aura jamais une diversification ou bien des instruments financiers liquides. Donc, l'assurance Takaful doit aussi participer à ce mécanisme. À travers la rentabilité, la réussite du système de l'assurance Takaful, on doit aussi renforcer l'état d'esprit de Takaful basé sur la solidarité et la participation dans les gains ou dans les pertes. Et aussi dans la créativité et de l'innovation en termes des modèles de gestion. On parle aujourd'hui des modèles basés sur le fonds Waqf, sur le fonds Zakat. Je pense que l'assurance Takaful va aussi, et la réussite surtout de l'assurance Takaful, va permettre d'entamer la réflexion pour promouvoir et pour lancer des idées créatives en termes des modèles. On parle aujourd'hui des modèles Wakala, Modaraba, Wakala bil Istithmar, basés sur, aussi on parle des primes de performance, Jouala, mais je pense dans le futur, après la réussite de l'assurance Takaful, on doit être créatif et peut-être qu'on va créer un modèle propre au contexte marocain concernant l'assurance Takaful. Alors, parlons de rentabilité et pour que ma présentation soit rentable, donc je dois m'arrêter ici et je laisse l'occasion aux participants s'il y a des questions pour y répondre. Merci. Merci Sinadi. Donc là aussi, enfin, pour avoir respecté exactement donc, le temps qui était impliqué et donc pour cette présentation qui est très riche. Alors bon, je vais essayer de reprendre les principaux points qui ont été évoqués. Donc là aussi, donc Sinadi a commencé par nous présenter les composants de la rentabilité en distinguant entre la rentabilité de l'opérateur, la rentabilité du fonds des participants et la rentabilité qui doit être prise globalement. Ensuite, il nous a expliqué les facteurs externes et les facteurs internes qui impactent cette rentabilité, que ce soit en externe, la réglementation, le capital minimum, l'univers d'investissement, la fiscalité, que ce soit d'un point de vue interne sur le niveau d'exigence des actionnaires, sur le niveau d'appétence au risque, sur le système d'information qui doit être mis en place. Ensuite, il nous a donné quasiment les principaux challenges donc, des opérateurs Takaful au démarrage et sur le fait, je ressors avec l'idée qu'il faut mutualiser et capitaliser sur les acquis qu'ont les compagnies d'assurance. Et ensuite, en conclusion, donc au fait qu'il résumait un peu les différents points qui étaient évoqués, donc le Takaful permettra de développer le secteur d'assurance pris globalement, puisqu'on aura des offres qui sont variées, on aura une augmentation du nombre de compagnies, donc on aura plus de concurrence. Elle permettra également le développement du taux de pénétration. Elle assurera, donc, point qui est très important, donc, de mon point de vue, c'est elle assurera la viabilité de la finance participative, que ce soit en termes de couverture des financements immobiliers Murabaha qui seront donnés, donc pour la décès invalidité, pour la MRH, mais également en assurant quasiment une collecte de fonds à travers les dépôts d'investissement. Et donc, l'idée à retenir, c'est que cette rentabilité dont on parle, il faut la voir globalement, c'est-à-dire c'est la rentabilité de l'écosystème, et ne pas focaliser principalement sur la rentabilité des compagnies Takaful, notamment au démarrage. Et autre point important, c'est le renforcement de cette solidarité et de cet état d'esprit Takaful, qui est également un point qui est très important. Donc, très rapidement, enfin, les points qui ont été évoqués. Donc, si vous le voulez bien, on a reçu un certain nombre de questions. Je vais essayer de les synthétiser. Alors, je commencerai par celles auxquelles on ne va pas répondre, pour la simple raison que bon, elles font pas partie donc un peu de la thématique, mais bon, je préfère quand même par
par honnêteté, donc vis-à-vis des participants, vous les traduire. Ce sont des questions normalement destinées donc à la CAPS, et comme je l'ai dit au démarrage, malheureusement, la personne invitée de la CAPS a eu un empêchement, et très certainement, l'AMFP pensera à organiser un webinaire prochainement sur le volet réglementaire pour Tekaful. Alors, les questions concernaient principalement la date de lancement ou le retard de lancement pour Tekaful, les produits qui seront lancés, est-ce qu'on est sur des produits vie ou la non-vie, est-ce qu'il y aura des produits d'épargne Hajj, Umrah, pourquoi on n'a pas eu de fenêtre comme pour le cas des banques participatives. Donc, ce sont des questions qui sont très intéressantes, très pertinentes, mais j'espère qu'on aura l'occasion de les traiter dans un prochain webinaire. Alors, moi, j'ai quelques questions pour Sinadi, pour Sibn Said également. I have 2 or 3 questions for Khalid. Je vais commencer par les questions, enfin un peu dans l'ordre. Est-ce qu'on a intérêt à avoir une ou plusieurs compagnies Tekaful, sachant qu'on a parlé souvent de cette rentabilité, et même dans l'exemple malaisien, on nous parle d'une rentabilité à long terme. Donc, ça, je vais donner quasiment 5 questions. Je vous laisserai répondre. Ensuite, on reviendra sur une autre série de 5 questions. Alors, la deuxième question concerne, qu'en est-il du Ritakaful? On n'en a pas parlé. Donc, on parle du Takaful, mais est-ce qu'il est prévu? Est-ce que les compagnies ont pensé, plus exactement, est-ce que l'ASCR a pensé à du Ritakaful, ou bien est-ce que les compagnies travaillent avec d'autres partenaires pour ce volet-là? La troisième question, celle-là peut-être elle est orientée et adressée à Sinadi. Est-ce que le marché des placements conformes Sharia, puisque vous l'avez évoqué, de votre point de vue, est-ce qu'il est suffisamment profond? Est-ce qu'il y a suffisamment de produits? Est-ce que la liquidité est là? Et une quatrième question avant de basculer vers des questions pour Khalid. Est-ce que les produits qui vont être commercialisés vont être beaucoup plus chers que les produits conventionnels? Donc, ça, c'est une question également qui revient. And for Khalid, I have 2 questions. The first one is, what about microfinance? And the second one, have the Malaysian authorities been facilitators or not? And to what extent they got involved in the development of the Tekaful sector? Donc, OK, donc je crois qu'on s'arrête sur ces 5 questions. Donc, si vous voulez bien répondre, celui qui veut bien commencer, donc peut-être c'est Hakim, parce que bon, la première question. C'est Hakim le son. Khalid, please, Mr. I go first. Okay, sure. Okay. So your question, let me just. Excuse me, Khalid. Yeah, sorry. To have the answers of Hakim, and after that, if you can give us some clarification about the microphones. Okay. Donc, a-t-on intérêt à lancer une ou plusieurs compagnies Tekaful? C'est ça la question. Exactement. En fait, la réponse à cette question est à double tranchant. Parce qu'il y a l'avantage du précurseur ou la prime de First Mover Advantage d'être parmi les premiers à lancer le Tekaful. Mais le client, surtout pour l'intérêt du client, la diversification, c'est bien. Mais encore une fois, ça risque de remettre en question la crédibilité si le marché est petit, et on risque de voir les compagnies sortir du marché, c'est-à-dire faire faillite. L'avantage d'avoir plusieurs compagnies, bien sûr, c'est la satisfaction des clients. Donc, pour les clients, c'est bien d'avoir plusieurs compagnies, c'est mieux. Mais je pense, même si on commence avec une ou quelques compagnies, le marché va se régulariser avec le temps. OK, merci, c'est Hakim. Et concernant le Ritakaful?
Bon, pour le Ritakaful, au Maroc, on a autorisé les windows Ritakaful, c'est-à-dire la SCR peut lancer l'activité de réassurance Ritakaful à travers sa fenêtre window. Mais le régulateur accorde la possibilité d'aller également à l'international, soit auprès des compagnies Ritakaful ou des réassureurs classiques comme Swiss Re, Hanover Re, avec des windows Ritakaful. OK. Merci, thank you. Most welcome. Merci. Please, Khalid, the two questions are about the micro takaful, and the second one was about have the Malaysian authorities been facilitators, and to what extent they got involved in the development of the sector. Sorry, I didn't get your second question. Do you mind repeating your second question? The second question: have the Malaysian authorities been facilitators, and to what extent they got involved In micro takaful. in takaful? The question is about takaful, but also in macro takaful. Okay, all right. So first of all, the question is micro takaful. So I just want to let you know that micro takaful is in Malaysia. I mean, we have started a micro takaful scheme, a free micro takaful scheme for those who are those B40, for instance, bottom 40% of the population. So, but in terms of a viable micro takaful, that one has not been. There's no viable micro takaful product yet. But since you mentioned it, I mean, in the process of coming up with one. The thing is that micro takaful under the current regulatory regime is not capital efficient. So what we're going to propose is to Bank Negara for a different sort of capital requirements for this, and so that we can actually provide beneficial coverage for those who are underserved. Yes, that's the update about micro takaful, but Malaysia is really in the forefront to actually go forward with this. Facilitating takaful, very strong. Malaysia, the regulators are very into making sure that takaful is sustainable, takaful, because they are keen to ensure that this sort of product is actually provided and continue to be provided in the market. So even lately, Bank Negara, understanding that there's competition from conventional companies because they have been in the market for so long, Bank Negara has also facilitated ways on actually reforming the takaful industry. So how to reform, to look into things beyond what you do right now. I mean, you cannot do current, you cannot provide current service. You can't just take conventional product and say this and change it and then say this is takaful. It's not viable, it's not sustainable, it's too expensive because number one, as you can see from your model, you get profits for any underwriting surplus. Under a takaful model, you share some of the underwriting surplus. There you already see some differences. So what you have to do differently is in terms of what market you're going to go to, how you're going to market product, what sort of model you're going to look into. So we are currently also looking into different types of models, such as a discretionary mutual model. Something which we are really keen on going to with Bank Negara, whereby it's more capital efficient. So in other words, you don't require that much capital because Bank Negara imposed a solvency capital to actually, and that is actually expensive for the shareholders. We go through this model, we are just servicing the fund. So we actually like just providing service to the fund. So, and that actually is less capital intensive. So that's, and just to say, Bank Negara is really keen. I mean, like they're actually open to any sort of suggestions or model or things to put inside their regulatory sandbox to try out
India country. So I mean, that's really helps us propel Takaful to go forward now. So yeah. Okay. Thank you very much, Khalid. C'est Mohamed Nadi, donc sur la question du marché des placements conformes Sharia, est-ce qu'il est suffisamment profond? Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de produits? Et est-ce que l'univers d'investissement, enfin déjà, est-ce qu'il est là et est-ce qu'il est liquide? Bah, la réponse est non. C'est simple. La réponse, elle est simple. Donc, effectivement, c'est le marché financier aujourd'hui, en termes d'offres, n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que déjà, sur le plan offre, il y a le Sukuk, seulement le Sukuk souverain, comme étant une première expérience au Maroc. Mais malheureusement, après cette première émission, on n'a pas eu d'autres émissions, mais en attendant que l'assurance Takaful démarre, Inch'Allah, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la demande va créer l'offre. Donc ça, par rapport au Sukuk souverain, on va parler de Sukuk au début parce que le Sukuk, c'est l'instrument le plus important. Il y a aussi les Sukuk privés qu'on doit encourager, et je pense que l'AMMC et le Maghreb Titrisation et les autres parties, à savoir CSO et les autres experts qui travaillent sur le sujet ont cet état d'esprit pour développer les Sukuk privés. Aussi pour l'OPCI, donc il y a une première expérience de l'OPCI, donc on souhaite, Inch'Allah, dans le futur proche, travailler sur l'OPCI Sharia Compliance. Sur les comptes d'investissement, je pense que c'est le seul produit qui répond aux besoins d'une assurance Takaful au démarrage, mais on va être dans un cercle clos parce que si les compagnies Takaful collectent de l'argent pour alimenter dans le compte d'investissement pour financer le Murabaha et générer un risque qui doit être couvert par Takaful, donc on va être dans un cercle clos, et il vaut mieux diversifier le marché financier pour avoir plus d'opportunités d'investissement. Alors, pour la question de prix, on doit faire attention à la comparaison entre le prix dans le cadre de l'assurance conventionnelle et le prix dans le cadre de l'assurance Takaful, parce que la composante de la prime d'assurance, comme vous savez, il y a une partie de la prime de risque qui dépend de risque et de statistiques de sinistralité, mais aussi il y a d'autres composantes, les frais de gestion, le coût de réassurance. Alors, ce sont les mêmes composantes au niveau de l'assurance Takaful. Par contre, il y a une différence, c'est qu'au niveau de modèle, le modèle de l'assurance Takaful, il est totalement différent de modèle de l'assurance conventionnelle, parce que le résultat technique n'appartient pas à l'assureur. Le résultat technique, il appartient au fonds des participants. Ça veut dire, même si j'applique une tarification élevée, in fine, on va avoir un résultat qui est la différence entre la tarification de souscription et la sinistralité, qui va être injectée au niveau des fonds de participants, ou bien restituée, selon bien sûr le seuil, restituée aux participants. Ça veut dire que cher ou pas cher, c'est l'argent de fonds, les participants. C'est la chose qui distingue l'assurance Takaful en termes de business model transparent et cohérent. Bon, je pense qu'il y a les deux questions, c'est l'Alami, sinon... Oui. Là, exactement. Enfin, il y avait ces deux questions. J'ai une autre question donc sur le. Oui. J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à la question relative au prix. En principe, les produits Takaful, ils seront plus chers. Pourquoi? Pour trois raisons. Parce que les produits Takaful sont soumis à trois contraintes majeures. D'abord, l'univers d'investissement. Le choix, il est limité. Et la fiscalité et les charges de structure au démarrage. Donc, pour ces trois raisons, nous estimons que les produits Takaful seraient plus chers. Ok, merci Assi Hakim. Alors, on prend deux à trois autres questions, si vous voulez bien. Je sais que bon, il est presque 7h15, on avait prévu terminer donc à 7h. Donc, je vous demande juste 5 minutes de plus si ça ne vous dérange pas. La question est posée sur le fait, est-ce que vous pensez qu'au démarrage, il y aura suffisamment de demandes de produits Takaful
Et question qui est également liée, est-ce que le client lambda sait vraiment ce que c'est qu'un produit Takaful? Donc, il y a ces deux questions-là. Please, Khalid, I have another question for you. What products were marketed at the start, and what products are currently marketed in Malaysia? And does the digital allow cost optimization? But there are three questions, not one question. Yeah, sure, no problem, no problem. All right, so at the start, I mean, I think I'll give you an example of a successful bank assurance, a company in Maybank, Etika. Maybank is started off as a conventional banking company. Then they started having Islamic banking sector, and then they also have a conventional insurance arm, and then have a Islamic takaful arm as well. So for them, it's definitely the most profitable, the most simple profitable product is a mortgage reducing term takaful. That's really the bread and butter at one stage, and from there they start. I mean, based on that, they gained access to various customers, and they started selling also investment-linked products. So, but given that they are a bank, that they give out loans, Islamic loans, so so they actually tie it up with their insurance arm as well when they actually provide mortgage using term takaful. So that's where they become very profitable. When it comes to, that's a bank, that's an example of a bank. But when it comes to agency, I mean, there are some insurance takaful company will have strong agency bodies. When it comes to agency, the product marketed at start was investment link product. I mean, investment link product is have some sort of savings element and also protection element. And then on a monthly basis, you deduct the tabaru and the donation into the risk fund. And so this you can add on riders such as medical riders and so on, CI riders, and yeah, various type of riders. So this is quite famous at the start, and it is profitable, and because you have various first of all, there's FMC charges, fund management charge, due to them putting it in the savings fund. And then there's various source of income for the company. I wouldn't say it's profitable at day one. Definitely there's some acquisition cost to cover, but then is profitable over time. But the issue with this is only sometimes the agents will have to look, I mean, there's some issues of mis-selling, because it's not sold as a savings, I mean, it's not suitable as a purely savings product, but you will need as terms of protection and savings. So that sometimes people might, participants are being missold due to this. So there's some issues there. Other than that, the early ones are, I mean, the latest ones, the new ones, which some companies have started been selling are term products, but step up. In other words, I mean, the previous products, such as the investment product I mentioned just now, is a fixed premium, a level contribution. So you pay on a monthly basis 400, as for instance, for example. This term product, you pay as you pay higher contributions as you get older, because the older you are, the higher risk you are. Because what it gives you the, I mean, people who are younger, I mean, they do not have that much money, but they want to get coverage. That gives them the opportunity to get into the market. So it's cheaper for them, because when you're younger, you are actually at lower risk, therefore you should pay lower contributions. So that's how they currently we have those. A few companies actually go into that, and then it's quite good because it's very, you can sell it quick. I mean, because they come in and it's mostly GIO, which is guaranteed issuance. There's no underwriting required, because you get the support from the takaful operator.
So those are the products that's currently being marketed, and I mean, really good embedded margins, embedded value margins, and so that's those are the ones. Yeah. Other than that, sorry, you also asked a question about what's the second question? About the digital, is it a channel for development, Digital, yeah, reducing the cost? yeah. I mean, digital, yes, we've always wanted, we have started going into digital. I mean, as you can see if you read the news, Malaysia, Great Eastern has bought over 22% of Axiata, which is, I mean, a digital company which has a online payment platform. So we are in the, we have, it's, in terms of distribution, yes, it's good, but it's not as good. In Malaysia, it's not as amazing as in China, because where in China, people do buy insurance and through a phone. In Malaysia, it's not really the case yet. So, because there's not that many people buying insurance on the phone yet. So, that depends on the country really. Because if Morocco has that high penetration of people using the phone, then that is good for them to situate. But if it's not, I mean, it's not really useful. You still need the human touch to do that. So it's probably that has to be looked into from Morocco's perspective. Digitalization in that manner, yes, and also digitalization in terms of in terms of processing certificates, medical cards, providing information. So right now we have an app to actually show the medical card. We don't give out small medical cards anymore, plastic cards, so that they can actually go to the hospital and say like, look, I have this Takaful certificate. You have apps, actually you can just show the app. So it saves costs in terms of printing. Even certificates, we just email them. We no longer print out books. I mean, the user certificate can be that I have to have this thing at the back here, but now we just give the emails and then we set up an account online. So all that actually makes things cheaper in terms of, because otherwise before we would send disc CDs to actually individual people. So, but now we don't do that anymore. So yes, digitalization will actually make it cheaper and more efficient. It's easier to send out information and update systems and so on, but it's also an initial capital outlay. Yeah, definitely go digital. Yeah. Okay, thank you very much. Donc c'est Nadir ou là c'est Hakim. Donc je rappelle, il y a deux questions. Vous pensez qu'il y aura suffisamment de demandes? Et est-ce que vous pensez que le consommateur ou là, le client lambda, c'est exactement ce que c'est qu'un produit Takaful? Et une dernière question dans la foulée, comme ça, ça sera la dernière. À votre avis, après combien d'années une compagnie Takaful pourrait être rentable? Donc, ça, c'est une question qui vient d'arriver. Donc voilà. Si l'un de vous deux vient de répondre. Alors, je pense pour la question de la demande. La demande, comme on a vu tout à l'heure, il y a des résultats d'une enquête qui a été faite sur l'assurance Takaful et a montré qu'il y a une demande et que les gens attendent cette assurance Takaful pour souscrire des contrats d'assurance Takaful, sachant qu'il y a un taux de pénétration très faible. Deuxième constat, c'est qu'il y a aujourd'hui un portefeuille qui nécessite une couverture d'assurance actuellement chez les banques participatives. Donc, déjà, au démarrage, on va avoir un cumul des années de production chez les banques participatives qu'on doit l'assurer au démarrage et bien sûr accompagner la banque participative dans les prochaines activités de financement, que ce soit financement à travers Murabaha ou bien à travers les nouveaux produits, à savoir Ijara ou Musharaka. Donc voilà, deux composantes qui montrent que la demande, qu'on doit être optimiste par rapport à ce sujet de la demande. Ok, merci. J'aimerais juste, par rapport à cette question, j'aimerais juste préciser que la demande,
bon, le potentiel, il est important selon l'étude, mais la demande, concrètement, elle sera liée à l'offre et à la pression commerciale. Maintenant, pour l'autre question, est-ce que le client lambda sait ce qu'est un produit Takafoul? La réponse est tout simplement non. Mais ce client, il est curieux, il commence à chercher à savoir. Maintenant, il va falloir mener une action concertée de l'ensemble des acteurs concernés, à savoir l'État, la CAPS, la profession, les académiciens, les consultants, les associations à l'image de l'AMFP, afin de définir des programmes appropriés d'information, d'initiation et de formation. Ok, merci. Je pense que la dernière question, enfin, la réponse est un peu difficile. Je dirais de faire une prévision sur le nombre d'années de rentabilité et qu'il y a tellement d'hypothèses derrière que bon, je pense que nos deux conférenciers ont préféré, donc je dirais, rester sur leur réserve, ce qui est tout à fait normal. C'est l'Alami, je peux essayer de répondre à cette question si vous voulez. Ouais, D'accord. À travers en fait les expériences qui ont été lancées déjà des pays comme la Tunisie ou bien d'autres pays, on a constaté que à travers ce travail de benchmark que une durée de 4 ans, 5 ans, c'est une durée on peut dire que c'est une durée suffisante pour démarrer avec un niveau de bénéfice. Pour l'assurance Takafoul, 3 ans, 4 ans, c'est une année de déficit. Et les compagnies et les opérateurs Takafoul sont, à travers son engagement en tant que mandataire de gestion, de financer la perte à travers des avances sans intérêt, ce qu'on appelle Qard Hassan. Donc, je pense que 4 ans, 5 ans, c'est suffisant pour démarrer avec des bénéfices, l'assurance Takafoul. Ok. Parfait, donc je pense que on va s'arrêter, je dirais, sur quasiment cette question. Je sais qu'il y a encore 2 ou 3 autres questions donc, qui viennent, donc pour respecter un petit peu le temps qu'on s'était fixé. Et surtout, pour gérer notre invité malaisien, donc je pense qu'il est très chez lui, donc il doit être quasiment, donc, je dirais, 3 heures du matin. Je remercie donc les 2 conférenciers locaux, donc c'est Hakim Ben Saïd et Simah Mouni. Dear Khalid, je ne sais pas s'il est avec nous, peut-être qu'il s'est absenté quelques minutes. Okay. Yes, Khalid, we are concluding. So thank you very much for your participation and for sharing your experience with us and for taking the time to answer the questions, especially since it's very late, I think, in Malaysia. Donc, thank you very much. I hope to see you in the next webinar. C'est Hakim Ben Saïd. Merci encore donc, à l'AMFP d'avoir organisé donc, je dirais, ce webinar. Et on espère que le prochain sera dans quelques semaines sur je dirais, la thématique de Takafoul. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you for the invitation. Interesting, very interesting to know. Very excited. Thank you very much. Jazakallah khairan. Allah yabarak. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on va quitter. Merci. Merci à tous. Merci. Thank you so much. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Have a good night. Good night. Yeah.